Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux qui sera axée sur la conjoncture politique et économique. Nos invités, l'homme d'affaires Grégory Brandt, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, qui s'exprimera sur les dossiers relatifs au processus électoral et l'avenir économique d'Haïti. Notre deuxième invité, le professeur Gaël Pressoir, doyen de la faculté des sciences de l'agriculture de l'université Quisqueya, qui nous présentera l'état des lieux du secteur agricole. Il parle aussi de l'urgente nécessité pour Haïti de relancer la production agro-industrielle. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Alors, comme annoncé, l'un des invités à notre émission aujourd'hui, M. Grégory Brandt, le coordonnateur du Forum économique du secteur privé. M. Brandt, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Bonsoir Rothschild, et je salue tout le monde qui est à l'écoute et puis je souhaite passer un bon moment avec vous. Alors M. Brandt, on parle beaucoup de la conjoncture à laquelle fait face aujourd'hui le pays suite à la publication des résultats préliminaires des élections du 20 novembre dernier. On peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de préoccupations dans l'air. Bon, je crois que il y a beaucoup de préoccupations, principalement parce qu'il faut prendre l'affaire dans son contexte. Et premièrement, nous sommes fatigués, ça fait 2 ans que nous sommes en campagne électorale. C'est unique dans le monde. Il n'y a pas un pays qui fait 2 ans en campagne électorale, c'est vraiment et c'est pas normal. Deuxièmement, vous avez aussi ce qui est regrettable en Haïti, un très faible taux de participation dans les élections. Il faut se rappeler 2006, le président Préval est élu avec une très faible participation, 96 et tout ça. Tout ça, c'est... Et le président Martelly a lui aussi à peu près 20-21%. Et donc, le faible taux de participation, le faible taux d'engagement au sein du suffrage crée justement ce flou qui peut être exploité et est une donnée importante dans l'attente des résultats et l'attente de tout le processus électoral lui-même. Parce que tout le monde a dit que bon, c'était de bonnes élections, ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de grabuge, donc la journée électorale s'est bien déroulée. Oui, on avait dit ça aussi l'année dernière. Oui, on dit toujours que ça s'est bien déroulé. Le fait est qu'une fois qu'on arrive au dépouillement, qu'on arrive au procès-verbaux, qu'on arrive au résultat, c'est là qu'il faut avoir une posture d'homme d'État au niveau de stature politique responsable, que ce soit au sénateur, député ou des présidentielles, et de reconnaître les chiffres qui ont été pointés et que les mêmes partis politiques ont observé au niveau des bureaux de vote. Donc il faut quand même là apprendre qu'il y a des règles démocratiques. Je ne veux pas parler de jeu démocratique, je parle toujours des règles démocratiques qui doivent être respectées. Et à la fin des 90 minutes, il y a un gagnant du match. Alors, concernant le résultat, c'est que, bon, résultat préliminaire le bail, c'est Jovenel Moïse qui gagne dès le premier tour en attendant de confirmation officielle par le CEP le 29 décembre prochain. On a vu qu'il y a quand même 3 candidats à la présidence, Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, Marie-Jean 6, qui décidaient d'aller au niveau de contestation pour faire valoir point de vue. Donc, comment nous-mêmes nous exercer ça au niveau du secteur des affaires? Bon, nous on a pu exercer ça. Il y a une loi électorale. Là. Donc, décret électoral qu'il a, il a pour tout le monde. Ok. Donc, appuyer démarche dans le bureau des contentieux, démarche juridique pour aller faire valoir son droit. Ça, c'est clair. Mais ce bail que il ne nous pas nécessairement comprendre, c'est que nèg monté terrain, yo connaît qu'est-ce qu'habite là. Yo connaît qui règle
côté gain règle pour règle de jeu jouette là, OK? Et on connaît combien de temps jouette la durée et on connaît qui et au monde gagne match là. Donc ou pas qu'à la fin ou critiquer ou pas aimer arbitre là, ou pas aimer Jean le feuille de match, ou pas aimer Jean troisième arbitre t'es sifflé, ou pas d'accord avec règle de jeu ça. Non, ou t'as l'inscrit pour venir candidat, pour venir élu, soit au sénateur, comme sénateur, député ou comme président, dans le cadre de cette constitution, dans le cadre de cette loi électorale. Ou pas aux États-Unis, ou pas Chicago, ou pas Canada, ou pas même en Afrique du Sud. Donc, c'est dans le cadre de ça, ou pas qu'à pendant que jambes passe, ou bon, presque arrivé l'autre bois là, puis vous dit non, d'accord, t'es fait pour l'autre gens, donc moi, je prends la rue, etc. Ça, c'est ça qui. Je pense qu'il faut que messieurs réfléchissent avec beaucoup de sérénité. Oui, la défaite est difficile. OK? D'après monde qui m'a perdu. OK? Déjà au Brésil, l'Argentine, là, les nègres perdu dans la rue, les nègres mauvais. D'après monde qui m'a perdu. Allez, ouais, un monde qui investit dans une campagne électorale, qui investit tant une campagne qui était longue. Donc c'est normal que les gains des remords, des réticences à accepter le verdict, etc. Mais c'est pas la rue, c'est pas invectiver monde, c'est pas appel à la sédition, c'est pas appel à la violence qu'a fait. Ou pas non plus il y a un double langage ça. Ou dit oui, moi là dans négocier, puis en même temps mettez moi dans la rue. Soit fait là, soit rentrer dans négocier, ou aller ou prend route juridique là. Ou bien pas prendre, OK? On pas dire moi là dedans, mais en même temps dehors m'a voyer roche. C'est pas normal et c'est ça fait payer à mal en pile, ça fait plus de 30 ans chaque fois nous avons même problème ça yo, OK? Et il pas fait payer avancer, payer a trop de problèmes pour que nous restions dans ce style de comportement ça encore. Et nous, que quand même, il y a des personnalités du secteur des affaires qui directement ciblées par ces déclarations qui sont faites par des secteurs politiques. Aussi, tenons, monsieur secteur privé, directement, comme quoi que c'est eux-mêmes qui sont responsables, qui magouillent avec le CEP, etc., pour rendre résultat en faveur de Jovenel Moïse. Bon, aujourd'hui, nous clair. Il y a aussi des secteur privé. C'est facile. Chaque fois qu'il y a un problème en Haïti, yo ciblé un tel, comme quoi que moun sa a gagné des pouvoirs extraordinaires pour faire. C'est pas vrai. Côté moun sa capable lié Jérémy dans dépouillement. Côté capable au cap en même temps. Côté pour Bobado police, pour le Port-au-Prince, pour lycée Marie-Jeanne, pour lycée Daniel Fignolet. C'est pas possible. Et même au centre où dit oui dans cette tabulation, il a fait. On dit comment il a fait. C'est-à-dire insulter l'autre haïtien qui a pris responsabilité qui ont un job difficile dans le CEP, on peut insulter, on va dire qu'il n'a pas existé et que c'est le monde dehors qui a fait tout le bagaille. Non, je crois que c'est. Ouais, stratégie, ça a été utilisée pendant longtemps. Nous, ouais, que il n'a pas mené un bail positif. Il mène la misère, il mène la régression économique, il fait que le pays a plus mal, il fait que le pays a moins d'infrastructures et que le pays n'a pas développé, alors que dans le bas de bravo, là, on regarde Saint-Domingue, tout côté, oui, etc. Et puis, ouais, que. Il faut réaliser que l'autre bord, il n'a pas fait ça. Mais nous pas de bravo pour l'autre bord, j'aime l'autre bord avancer. Il faut prendre exemple sur ça et qu'il faut résoudre le problème calmement, dans la sérénité et en respectant l'état de droit. Alors, comment nous-mêmes vivons ça au niveau du secteur des affaires, le fait que nous ayons des gens qui ciblent directement adresse entreprises, etc. Comment nous-mêmes nous voyons ça comme monde qui investit l'argent dans le pays, le secteur des affaires? Bon, c'est-à-dire que c'est tout à fait anormal que un monde qui travaille dans le pays, OK, a payé taxes. Je me rappelle que 90% de revenus fiscaux l'État haïtien, c'est même forum avec l'association secteur privé qui paye. Et c'est comme ça qu'entrer dans l'État, qui soit par la douane, soit par la DGI, OK, qui pourra faire l'État fonctionner et bailler service dans le pays, et pour caser l'entreprise ça, leur caser business ça. Vous mettez mon entreprise en danger, pas même propriétaire, non? Vous mettez mon entreprise en danger, l'entreprise n'a pas fonctionné, et le fait que pas fonctionner, il pas payer, il pas contribuer à l'État, comme l'État, qu'on même obtient. Donc, et il est contre-productif complètement. Mais ça que me paraît, c'est que mon cap voye wash là, c'est mon qui manipulé. Mon cap voye wash là, il pas jouer un rien de manifestation.
Il n'y a pas rien de manifestation, ok? Depuis le temps, il connaît que des manifestations, il a activé les gens, c'est les gens le plus souvent qui soit qui pas voter ou bien qui utilisent la manipulation ça. Moi-même, alors que les gens qui manipulé, chita que secteur privé. Je répète, les gens qui voient les gens dans la rue, il n'y a pas un problème passer par porte derrière. Vin chita secteur privé, là on va en campagne électorale. Il n'y a pas un problème, vin chita secteur privé, dit que tout est correct, tout est en forme, etc. On va en campagne, et on aider dans la campagne. Et puis, les balles arrivent, ou perdu, ou vous voyez les gens à le caser. Donc, il faut que les gens comprennent frustration, et n'a pas frustration dans le pays, vu misère, état de misère, état de décapitalisation au pays. Donc, on comprend la souffrance là, ok? Et hier, par exemple, tu as parlé avec une personnalité importante de l'Église. Il me dit, bon, le pays a souffrir dans une situation de ce genre, qui perpétuée. Je dis, le pays a souffert déjà. Je réalisais qu'au fait, monsieur a raison. Ok? Donc, il faut arrêter cycle violent ça, cycle ça, qui pas mené à rien, et les gens qui la donnent, pas venir rien non plus. Donc, pour même, c'est contre-productif et on parle d'un double langage de la part de ces secteurs politiques. Monsieur, soyons clairs, Rothschild. Nous connaissons ceux qui peuvent être des potentiels auteurs intellectuels pour manipuler la rue. Okay? Quand la manifestation s'arrête, ceux qui sont dans la rue, qui ont été dans la rue, qui ont été manipulés, qu'est-ce qu'ils gagnent? Pourtant, qui éventuellement peut gagner? C'est celui pour lequel on manifeste et celui contre lequel on manifeste. Okay? Le plus souvent, passe par la porte en arrière auprès du secteur privé, soit avant, pendant et après les élections. C'est pour ça que dans notre de presse là, nous dit que ça faut le suspendre. Okay? Il faut tourner la page de ce genre de comportement où l'on manipule des gens qu'on amène à la boucherie dans une manifestation où on peut faire des dérapages, où la police maintenant, pour protéger la vie et les biens, un accident peut arriver, on articule des provocations qui ne sont pas nécessaires. Okay? Il faut arrêter ça. Ça n'amène à rien. Nous avons fait l'expérience déjà de 30 ans, tout le monde nous capable de regarder ce qui passé dans le passé. Il n'est pas bon, il mène l'exil, il mène le chômage, il mène l'éloigné investissement dans le pays, il mène l'insalubrité, il mène que l'État vienne plus pauvre, il mène l'infrastructure qui délabrée, etc. D'ailleurs, on sort pour un tremblement, on sort pour un cyclone là, qu'on a perdu pour plus de 2 milliards de dollars. Caille crasé, l'école crasée, et bâtisse l'État crasé, l'infrastructure crasée, les digues, et système d'irrigation, et élevage dévasté, et production agricole démembrée. Et puis, où là, on mettait mon dans la rue là, pour faire roche, alors que il y a une série pour régler. Dim quoi chita, qu'on est là, avec un tel ou un tel, ok, pour résoudre le problème ça. Là, ça, où sont réels hommes d'État. Là, ça me réaliser qu'au fait, l'autre pour job ça, mais réellement, on est qui sérieux, parce que ou parler pour où, ou aller pour pays, parce que le pays a besoin de tout le monde. Le pays a besoin de tout le monde là. Et puis, Red, l'on perdu 2 milliards de dollars dans Mathieu, aide internationale, la vini pour 10% seulement de comme ça. Nous on bat pour 1,8 milliard. Donc soit fait. Faut voir roche, soit fait. On boule caoutchouc, on voir moun boule caoutchouc alors que ou sous des candidats sérieux. Ou chita ou dit bon, on résout le problème là parce que ou vient là pour prendre le plus haut poste au sein de l'État pour le peuple haïtien, pour tout le monde. Donc moi-même m'attends que tout le monde soit paré, OK? Bon, c'est le souhait et de voir tout le monde autour d'une table pour résoudre réellement les problèmes de ce pays. Et c'est nous-mêmes nous parer pour nous dialoguer sous table ça. Alors, Grégory Brent, on constate qu'au niveau, comme je le disais tout à l'heure, les 3 candidats ont décidé d'aller au niveau de tribunal électoral là pour faire passer point de vue. En même temps, on dit qu'il y a maintenu une mobilisation dans la rue. Est-ce que nous-mêmes, au niveau du secteur privé, nous avons des craintes que la question de 29 décembre n'est pas respectée? Parce que Gapil demande qu'a fait bon côté avocat candidat ça. Bon, et là, l'important que nous pas tomber dans
dans le schéma l'année passée, qui pour toutes sortes de raisons, date n'a pas venir respecter. Et pour glisser une date, on a un paquet de répercussions vite après. OK? Donc, il y a un deuxième tour qui peut faire pour sénatorial, député, etc., etc., et sénatorial principalement. OK? Donc, tout pas fait ça, ou retarder entrée Parlement, ou retarder prestation de serment, OK? Ou glisser. OK? Et il faut que nous respections date, OK? Parce que le respecter date, on est capable de rentrer dans une cadence normale et puis tout va rentrer dans place. OK? Donc nous-mêmes, nous écrivons notre de presse et nous demandons au gouvernement avec CEP1, tous les deux, c'est deux, ils fait pour travailler ensemble pour que vous mettez toute bagaille en place pour climat de sécurité et de stabilité établi par le gouvernement et en même temps, il faut CEPA rentrer dans la dynamique et processus là pour que les respecter date et que le avancer les faire élection nous pas même quoi t'as gagné élection je te dis pas t'as gagné élection bon il y a même candidat qui prend l'élection qui dit pas t'as gagné élection malgré tout élection faite Mathieu passé élection faite il y a 4 départements qui écrasés élection réussie faite quand même donc faut accepter que nèg au travail qu'on là ou pas qu'arriver là ou fait tout bail ça OK pour que ou camper il faut qu'on finisse le travail là dans l'ordre correctement pour que date respectée. Alors est-ce que nous croyons que il y a un analyse politique qui dit que ça est capable passer là jeudi c'est parce qu'on remake de ça qui est passé l'année dernière. Je crois que nous censés pas vers ça. Donc est-ce que pour nous même l'étape bon pour pays pour même schéma l'année dernière là t'as retourné à ça Grégory Brand. Bon pas même voulu envisager que nous arriver là. OK? Faut être sérieux. OK? Un processus électoral qui bien commencé, qui fait dans les règles, dans les normes, tout candidat yo marché là-dedans, tout candidat yo applaudit toute opération, il pas qu'arriver là dans fin question, dans fin déroulement processus là, c'est-à-dire que vous était 10 jours, 15 jours pour terminer le travail depuis 2 ans pour que ou qu'à penser que elle a pas de prolongation dans la question. OK? Il faut que CEP et appliquer les décrets électoraux correctement et que li gagne tous les outils comme il gagne tous les outils à l'interne pour résoudre et contentieux qu'il fait. OK? Parce que candidat a accepté tout que CEP ça gagne droit ça. Je répète oui. Candidat a accepté les candidats qui a candidat sous l'égide de constitution ça qui crée CEP ça et que décret loi était là déjà. C'est pas une loi qui vient faite sous privé, c'est pas une loi qui vient faite l'autre jour, c'est une loi qui était faite et tout le monde a inscrit 2 fois sur même loi, sur même décret électoral là. Donc on nous clair sur ça, ils ont accepté les règles du jeu. Donc il n'y a pas qu'à aujourd'hui à là demander que faut règles changer. Maintenant pas vouloir envisager des reports, une situation de blocage, commission de vérification, côté quoi privé dans un gouvernement qui pas qu'à installer 7 février, qu'on doit rentrer dans l'ordre provisoire. OK? Pays n'a pas qu'à produire uniquement provisoire. OK? Nous avons des CEP provisoires, nous avons des présidents provisoires. OK? Nous avons une économie qui provisoire tout. C'est ça qu'a fait là. Nous pas qu'à continuer à penser que nous sommes capables de développer le pays, améliorer le pays pour que les gens à l'école, pour jouer la santé, tout le bagage, l'ordre provisoire, sous provisoire. OK? Il faut arrêter, il faut prendre le pays au sérieux. OK? Et ça fait changer les simanigas qui étaient qu'on dit. OK? Il faut que les gens prennent le pays au sérieux. C'est bon, jouer lié. Ou bien faire sauver la caillou dans la cour la caillou à madame ou à Tibounio jouer faire sauver pas de problème dans carré la caillou ou pas qu'à prendre des décisions d'état qui répercussions sur 11 millions d'habitants pour prendre en jouette. Toute décision ça important, OK, parce que il y a des réalités, il y a des enjeux importants qui peuvent faire sur l'énergie, sur l'environnement, sur l'économie, sur l'infrastructure, l'heure pour nous commencer responsabilité pour le travail. Donc selon nous-mêmes, dans le secteur privé, il faut que échéance soit respectée, date soit respectée, et notamment 29 décembre pour la publication des résultats définitifs de ces élections. Oui, puisque Mathieu vient faire nous forcer un autre calendrier.
bon, que nous respectons jusqu'à maintenant. OK? Donc, on respecte et nous ne pouvons pas combattre avec la nature. OK? La nature force nous changer le calendrier, on respecte lui, parce que si nous avons 29, nous avons 7. C'est très clair. Si nous avons 29, nous avons 7. Et si nous avons 7, OK? Ou on est dans le provisoire, OK? Et c'est ça qui n'est pas bon pour le pays, hein, que d'aller de provisoire à provisoire. Parce que du train que ça va, nous, avec le candidat m'a dit davantage d'informations, à l'instant de tabulation, etc., fouiller, donc ça prend du temps. Nous avons aimé que vous réfléchissiez sur conséquences et conséquences ça. Il y a un droit faire contestation dans le cadre juridique, dans le cadre de la loi électorale, de ce CEP et sous cette constitution, ok, qu'ils ont juré de respecter et ils se sont inscrits sur ça. Donc, il n'y a pas qu'à venir prendre l'autre chemin, ok. Et il faut réaliser que si on prend l'autre chemin, ok, il n'est pas bon pour le pays, il n'est pas bon pour eux, il n'est pas bon pour le pays, et c'est un manque de respect pour la nation haïtienne, ok, qui a tellement de problèmes pour nous résoudre, ok, dans tout problème, dans toute question et que débat. D'ailleurs, que vous dites dans le discours, vous dites dans le discours que là pour travailler pour Haïti. Discours de campagne, je dis bien. Vous là pour travailler pour le pays, vous là pour production nationale, vous là pour développer la santé, vous là pour développer l'éducation, vous là. Alors, montrez-moi qu'on là pour ça. C'est pas moi qui te dis, je ne pas de candidat. Ok? C'est vous-même qui candidat qui dit ou là pour tel bagaille. Donc, montrez-moi qu'on là pour ça. Vin colter, vin travailler avec tout le monde, ok? Son seul monde qui est président. Jusqu'à présent, pas un autre, dans tout pays du monde, pas un deux. Son seul monde qui est président. Très bien. Mais comme on définit déjà qu'on travaille pour le pays, vin travailler avec lui, vin travailler dans une série de problèmes que nous avons. C'est comme si Haïti pas de problème, monsieur. Monsieur pas ouais Haïti qui problème Haïti gagne, il y a pas de problème fatra dans pays, il y a pas de problème et environnement pays, il y a pas de problème si on va à l'école qui nous gagne petit faible taux de niveau d'éducation et là-dessus, il y a pas de problème la santé. Ou un hôpital qui en grève et dans semaine ça, vous trouvez ça normal? Donc, selon le même site, tout processus a déroulé correctement au niveau du tribunal électoral et que qu'on résultat qui va le 29 décembre. Donc, ça voudrait dire que le candidat Saouta doit accepter le verdict des urnes et accepter leur défaite. Je reprends. Si m'accepte monter terrain avec arbitre ça et puis règlement ça shot moi sous moi, maillot sous moi, OK? Si gol la main interdit et que gol fait, si me perdu. OK? Année prochaine, quand l'autre championnat, OK, m'a retourné. Entraîneur pour l'entraîner. OK, m'a prangé et discours moins, m'a prangé équipe moins, m'a changé joueur, c'est comme ça le fait. OK, ou pas qu'à là pour que parce qu'on perdu ou bat habite. Ça ne se fait pas, Et ou même ou pas qu'à dire qu'on sont responsables ou voulez accéder à la présidence d'Haïti. OK, pour que ou pas respecter règles démocratiques. C'est pas normal. Au fait, c'est son contradiction. OK? Si vous ne respectez les règles démocratiques du processus électoral, alors vous ne pas respecter encore, parce que vous acceptez, parce que vous êtes le candidat. Ça veut dire que vous acceptez les règles démocratiques. Si vous ne pas respectez les règles, ça veut dire pile loin sous tes présidents, ça qui t'a passé. Sous tes présidents, ça qui t'a passé. Et maintenant, moi-même, excusez-moi, nous-mêmes dans le forum, nous avons répété constamment que le pays a chargé un problème. Il faut que tout le monde mette ensemble pour résoudre, parce que nous avons un cahier de charge mais longueur qui paraît déjà pour discuter de manière sérieuse avec l'autorité qui a installé. OK? Ça fait 2 ans que nous travaillons sur lui. OK? Le temps que nous parlons provisoire devant nous et que nous sommes capables de mettre tout ça sur la table et apporter contribution par nous à la solution que nous avons dans le pays. Alors, semaine ça, nous connaissons que Forum a rencontré un président provisoire, Joseph Briver, qui était accompagné du Premier ministre, Jean-Charles, il y a un ministre de Justice qui était là. Et nous avons exprimé toute préoccupation ça, le président de la République. Là. Oui, parce que nous faisons sortir notre de presse là, et puis nous demandons l'audience. Et maintenant, dans la rencontre ça, nous reprenons
tout ça que nous avons dans notre presse, nous expliquer monsieur qu'il faut que monsieur continue courir le processus là, nous expliquer président que l'important que lui fait en sorte que y ait une stabilité dans la paix des rues et protection des vies et des biens. Nous expliquer monsieur clairement tout que des membres du secteur privé qui visaient et qui agressaient et que il faut que les protéger tout haïtien et nous parler tout de processus électoral là et côté que lui dit clairement que lui-même il pas faire aucune ingérence, il pas faire ingérence, c'est pas qu'il va faire ingérence au niveau du CEP1 mais que nous dialoguer sur ça et nous penser que l'important que CEP1 et me croire que CEP a réuni dans le week-end dans les jours qui suivent, il faut que dans CEP1 on rejoigne une solution pour que yo siffle fin de match. Alors, est-ce que le président garantit quand même qu'il a assumé toute responsabilité, quel que soit le résultat qui sortit le 29 décembre, etc. Le président a besoin d'aller le 7 février. Il dit le 7 février, il a besoin d'entrer la Kaili, remettre machine, rentrer la Kaili. Donc, jusqu'à présent, il mène un bac correctement. Il est entré comme président provisoire dans une situation qui était en plus tension. Il gérait tension yo, vient un problème électoral. Je pense que le gérer assez bien dans la création CEPA. Tout le monde, toute société civile a participé dans CEP ça. Et par la suite, il fait ça qu'il était capable au niveau de faire l'année ça avec Mathieu dans le département ça, etc. Mais là maintenant, il doit passer, céder la place. Ok, il parle en prolongation, il voulait passer en président 7 février qui pourra justement prendre question en main parce que nous passer en revue cette situation économique là et situation des enjeux qu'il a. J'ai dit oui, nous là, mais nous le Premier ministre santé là et le ministre de la Justice, il est allé ensemble de cahiers de charge qui devant eux, ok, mais que pas qu'à résoudre dans 2 mois. Ok, parce que ça n'est pas fait en 30 ans, ou pas qu'à faire en 2 mois, mais il faut qu'on président rentre là avec une vision claire, un mandat clair, qui pour avancer, pour apporter solution à problème ça. Parce que nous voyons que le candidat a annoncé une intensification des manifestations, il dit que même dans le tribunal, mais il y a dans la rue en tout. Donc est-ce que le pouvoir apparaît quand même pour permettre que le monde vaque librement à occupation? Est-ce que le chef de l'État il a donné cette garantie lors de cette rencontre avec vous autres membres du forum? Il a dit qu'il déployait tout ce qui était en moyen de l'État et avec les forces républicaines pour faire respecter la loi. Ok? Et monsieur fait dans le passé, j'espère que rien qui pour mettre dans la tête que le pape fait le coup de là. D'ailleurs, on a vu une intensification de la présence policière et des différents corps de la police dans la capitale et pour aussi encadrer les manifestants. Okay? Parce qu'il faut aussi encadrer les manifestants pour que pas de infiltration qui faite et tout ça. Donc la police est extrêmement sollicitée. Ok, police est sollicitée, SIMO, SWAT, etc. pour pouvoir protéger les manifestants des manifestants eux-mêmes ou des infiltrations ou des formes de provocation. C'est ça qui est difficile là. Et je dis qu'il y a maintenu pour que nous ayons une situation de fin d'année et normale. Alors, 29 décembre, si CEP a communiqué les résultats, donc Jovenel Moïse gagne dès le premier tour, donc si ces résultats sont confirmés par le Conseil électoral, donc on dit qu'au niveau du forum, nous gagnons une sorte de cahier de charge, des feuilles de route que nous allons présenter, et beaucoup de panneaux, prochain président. Oui, c'est-à-dire que nous-mêmes n'attendons que CEP et dit-nous qu'est-ce qui est président. Une fois que CEP dit qu'est-ce qui est président, le forum là a reconnaître les verdicts et démocratiques ça, et à ce moment-là, nous pourrons commencer le travail. Nous avons un dossier, nous avons un document qui paraît pour commencer le travail avec le nouveau président ça, parce que, on dit encore une fois, le président ça pas qu'à faire rien pour contre lui, nous-mêmes nous pas qu'à faire rien pour contre nous, nous besoin tout le monde chita à son table, et faut déposer dossier clairement
parce qu'on sait de choix importants qui pour faire pour que le pays soit capable de sortir de situation instabilité politique ça yo et instabilité économique ça yo. Choix ça il faut poser, il pas facile, a toujours gagner les grincements dedans, il y a des gens qui pas d'accord, il y a des gens qui pas d'accord ça, mais il faut nous créer, faut nous voir ça qui passé dans le passé, ça nous pas fait bien pendant 30 ans, OK, et qu'il faut nous corriger cahier nous pour la vie petite nous. Une question que le secteur privé toujours soulevé, c'est la question de la constitution, Grégory Brand. Bon, nous avons 2 ans, nous pas 3 ans, nous toujours soulevé. Nous avons toujours soulevé que le pays a besoin d'une nouvelle constitution. Et je pense que l'histoire récente du pays d'Haïti, où cette ville là, demandait ça vraiment. Où est l'autre jour, tout débat qui fait au niveau de provisoire, pas provisoire, où est tout débat qui fait au niveau de CEP, interprétation loi électorale, interprétation loi et de anti-constitution. Nous, ouais, dans le passé, tout problème constitution bail, OK? Constitution bail président Aristide problème. Li bail président Préval problème. Li bail président Martelly problème. C'est-à-dire que li bail institution problème, li bail pays a problème. OK? Yo tout président ça yo vive situation côté que yo marché tout le temps à rebord constitution pour capable même faire pays à marcher. Il pas normal. Il pas normal qu'on est président et puis chaque matin la lever et puis la voir que faut l'interpréter en article constitution pour le travail. OK? Il faut simplifier constitution, il faut cette constitution moderniser. OK? Et en pile réflexion que vous faites sur ça parce que ou pas qu'avancer dans des changements économiques, des changements des réformes sur l'éducation, les réformes sur les différents points importants que nous mettons en jeu et de cahier de charge là, sans qu'on ait un cadre constitutionnel, un cadre légal qui modifie pour que ça soit réellement valable et abouti et atterri. Alors pour le finir, qui soit quand même pour cette fin d'année, Grégory Brand, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, question politique là, c'est lui qui toujours tourne sur le tapis, qui veut nous-mêmes au niveau du secteur des affaires pour cette fin d'année et perspective 2017. Bon, m'a souhaité tout le monde et tout le monde secteur privé m'a dit Kembe là, m'a dit Kembe espoir dans le pays, hein. Pays est capable de changer. Moi quoi Dieu comme faire que nous capables de changer ensemble, nous capables de changer conditions de vie dans le pays. Il faut que nous mettions au travail rapidement et sérieusement. Donc que tout le monde nous souhaite la santé, qu'on forme, qu'on passe en fête de famille dans le cadre de sérénité, parce que 2017 a pris un pile travail pour redressement pays et avancement pays. Et Haïti qu'a fait, Haïti qu'a fait, il y a des compétences dans le pays. On nous mettait tête nous ensemble pour avancer comme ça sur un plan avec un visionnaire, un qui a une vision d'inclusion, une vision de travail ensemble pour le pays avec sérieux. Si ça là, nous nous parer pour le travail et à ce moment-là, nous avons rallié tout le bon secteur privé et nous avons rallié avec tout autre corps de société civile pour marcher ensemble parce que c'est comme ça que le pays a pleuvé. Parce que les deux présidents, quand même, il faut penser au Parlement aussi, parce que le Parlement, c'est son poids lourd. Quand même. Le président n'a pas qu'à avancer sans Parlement, donc qui souhaite pour le Parlement ça cap venir? Moi, je que le Parlement cap venir comprendre que il faut participer dans le changement cadre constitutionnel que nous voulons faire. Parce que Jean Balaye là, il n'a pas marché. Il n'est pas normal que c'est sénateur qui nomme ministre. Il n'est pas normal que c'est sénateur qui nomme directeur général. Il n'est pas normal que c'est député qui nomme directeur éducation nationale. Il n'est pas normal. Position de contrôle, c'est le Parlement, pas balle, on droit de nomination. Le parlementaire toujours dit, nous là pour contrôler l'exécutif. Mais le problème, on n'est pas là pour nommer l'exécutif là. Soit contrôler les gens par où, mon problème là. On va contrôler l'exécutif et soit nommer les gens dans l'exécutif là. OK? Ou nommer les gens dans la diplomatie. Ou nommer les gens dans l'affaires étrangères.
ou nommé diplomatie, ou nommé cassation, ou nommé et Cour des comptes, ou nommé CEP, ou nommé toute bagaille. En entendant-nous, sous un pouvoir de contrôle, concours tout parlement, mais problème à ça, à travers le budget, à travers les commissions qui peuvent y attacher, très bien. Mais pas qu'à la même temps, si on cap nommé directeur DGI, si on cap nommé directeur douane Gonaïve, avec directeur DGI Gonaïve, et en même temps, si on doit le contrôler, alors que c'est mon pas au candidat, il faut, écoutez, il faut suspendre jouer sur question ça. Ça n'a pas mené nous à rien. Ça mène nous simplement dans le renforcement de la corruption. Et nous-mêmes qui avons contribué, à budget l'État à 90%, nous pas d'accord à ça. Nous pas d'accord à la corruption. Nous pas d'accord à la corruption dans le Parlement, corruption dans le secteur politique là, et corruption dans le secteur privé à tout. Nous pas accepter le tout. C'est pas un corrupteur, pas un corrupteur. C'est clair. Il y a un contrebandier, avec un secteur privé qui est la corruption. Nous connaissons, nous subissons de eux. Ils sont sous frontière là, ils passent de porte derrière, ils font activité à gauche à droite. Nous connaissons, nous pas accepter ça. Nous pas tolérer ça. Okay? Donc, l'important que nous ne pas roche sous parlementaire. Non, je parle de la corruption en général. On parle des hommes politiques, des hommes du secteur privé, et la société doit se moraliser, la société doit passer à un autre cap de réflexion parce que nous ne sommes pas capables de jeter les ressources et de dilapider les ressources de l'État comme ça. Okay? Il faut que nous plus et travaillons avec rationalité et avec déontologie. Ce n'est pas facile, mais il faut que nous tracer exemple, il faut aller dans le cap ça. Donc pour finir, il est vraiment important à ce que tout le monde mette main dans la patte là pour prochain président de la République là, si tu as parlé, etc. et pour nous capable d'avancer. Qui toute participation? Mettez le 22, mettez le 23, mettez le 24. Si vous avez 50%, ça veut dire qu'il y a 12. Ça veut dire qu'il y a 80% de monde qui est dehors. Il faut rallier, il faut continuer. Un président qui monte en Haïti, obligé continuer à parler avec la nation et à vendre projet pour rallier le projet, pour créer stabilité, c'est obligatoire. C'est obligatoire que le budget ait une formule d'inclusion de certains anciens opposants durant la campagne électorale, c'est normal, et l'inclut les autres membres de la société civile dans une réflexion moderne avec vision pour changer le pays vraiment, ok, et pour amener stabilité dans le pays. Alors, merci beaucoup, Grégory Brandt, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Je souhaite un joyeux Noël et une bonne année, santé à tous et du courage pour prendre en main le pays avec tout le monde ensemble en 2017. Je redonne à vous aussi à tous les membres du secteur privé. Merci. Alors, encore une fois, bienvenue à l'émission Enjeu. Aujourd'hui, on va parler production nationale avec le professeur Gaël Pressoir, qui est le doyen de la faculté des sciences de l'agriculture de l'université Quisqueya, également chercheur. Monsieur Pressoir, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir, Rothschild. Alors, la production nationale, c'est un slogan, tout le monde parle, il faut relancer la production nationale. Quel est l'état de la situation maintenant, Gaël Pressoir? Alors, moi, je ne peux pas parler vraiment de la production nationale dans toutes ses composantes parce que je travaille dans le secteur agricole. Donc, il y a un certain nombre de domaines que je ne maîtrise pas forcément très bien, et notamment les aspects de l'industrie et autres secteurs de la vie économique nationale. Mais par contre, sur l'agriculture, moi, j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux autres chercheurs, parce que moi-même, je ne suis pas économiste, mais j'ai eu la chance récemment de faire un travail avec un certain nombre de chercheurs du CIRAD et de l'université Quisqueya et d'autres horizons, avec lesquels nous avons réalisé un travail sur le secteur agricole haïtien et surtout les opportunités qu'il offre pour la relance économique, mais surtout la relance du secteur en lui-même. Alors, l'état des lieux en ce qui concerne le secteur de l'agriculture, les domaines, comment est l'état de la situation? Parce que tout le monde dit qu'avant, on savait produire, maintenant on ne produit plus. Quelle est la situation?
On ne peut pas dire qu'on ne produit plus en Haïti. L'agriculture haïtienne produit entre 1 et 1,5 milliard de dollars de vente de revenus pour les familles agricoles, mais pas seulement. Et l'agriculture reste, à part justement les branches restauration, petit commerce et tout ça, donc des branches de services, l'agriculture reste le principal secteur productif de la vie nationale. L'agriculture pèse encore aujourd'hui plus de 20% du produit intérieur brut d'Haïti. Et l'industrie vient bien après. Et donc, notre agriculture reste le principal secteur productif de la ville nationale. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que notre agriculture a changé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie du début des années 80, la fin des années 70, où on était un pays exportateur de café, et on a même exporté beaucoup de café parce qu'on a bénéficié d'un contexte favorable au niveau prix dans la fin des années 70, tout début des années 80, avant qu'en 82 ça chute. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas entièrement étranger à la chute du régime de Duvalier, parce qu'il a bénéficié d'une conjoncture favorable et qui a donc conduit une croissance économique en Haïti en fin des années 70. Mais ce n'était qu'une conjoncture due à de très fortes hausses des prix très élevés pour le café sur le marché international. Et puis après, notre agriculture, en fait, décline depuis d'ailleurs bien avant la prise de pouvoir par les Duvalier. On a une agriculture qui décline lentement en termes de sa participation dans la vie nationale, mais qui reste le principal secteur productif. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est que dans de nombreux pays du monde, la plupart des pays du monde n'ont jamais décollé économiquement sans voir avant décoller leur secteur agricole. Donc, l'une des questions que moi je me pose, c'est comment peut-on permettre à l'agriculture haïtienne de contribuer, parce qu'elle ne le fera pas toute seule, à la relance économique du pays, mais surtout à l'amélioration des conditions des familles en zone rurale, à l'amélioration du tissu économique haïtien, et notamment à travers la création d'un secteur agro-industriel fort. Parce que si on produit plus d'1 milliard de dollars, on importe aussi 1 milliard de dollars de produits agricoles ou dérivés. On importe du riz, certes, mais on importe aussi de l'huile. On importe 110 millions de dollars d'huile dans ce pays. On importe des morceaux de poulet. On importe pour 70 millions de dollars de morceaux poules. Parce qu'on n'importe pas des poules en Haïti, on importe des morceaux poules. Et on a en gros une grande partie du panier de la ménagère en Haïti est composé de produits importés, et notamment de plus en plus de produits agro-transformés, et notamment des bouillons de poule, des chicos qu'on importe de Dominicanie, d'autres snacks, des bonbons guarina, bonbons sel qu'on importe de Dominicanie et d'ailleurs, des spaghettis, et ainsi de suite. Et donc, on a une agriculture des cornflakes. C'est-à-dire que l'alimentation en Haïti est en train de changer. Et notre industrie, parce qu'elle n'existe pas, n'a pas su répondre à cette demande. Et donc, en gros, il y a une saturation de la production nationale qui est liée justement à l'absence de débouchés pour nos agriculteurs. Notre agriculteur souffre aussi beaucoup de problèmes de compétitivité parce qu'il n'existe pas nécessairement de chaîne de logistique et d'approvisionnement pour les industries. Et souvent, au lieu de se lancer dans l'investissement dans des industries de transformation agricole et autres, nos entrepreneurs, parce qu'en fait, est-ce qu'on a des entrepreneurs en Haïti? On a des courtiers. On a des gens qui achètent et revendent. T'as comment dans ça là? Du bas vers le haut, quel que soit le niveau social en Haïti, j'oserais même pas dire qu'on est des manansara, on est des courtiers. On n'a pas aussi peu d'entrepreneurs dans ce pays. On n'a pas des gens qui vraiment veulent produire des richesses.
Et c'est pour ça que l'essentiel du PIB haïtien, c'est des gens qui... c'est du commerce, c'est la restauration, la marchande qui fait une marmite de du riz et qui va manger cuite sur le bord de la rue. Et donc, il faut vraiment se lancer dans la production parce qu'on a un modèle économique en Haïti qui n'est pas viable, qui n'est pas soutenable. 75% des devises qui nous permettent d'acheter nos aliments, notre pétrole, 75% des devises qui rentrent dans ce pays, ce n'est pas de l'argent qu'on a gagné à travers un travail. 75% des devises qui rentrent en Haïti, pour 3/4, pour les 2/3, c'est l'argent des rémittances, c'est l'argent que nous envoie la diaspora parce qu'on est pauvre. C'est les transferts d'argent. 1/3 de ces 3 milliards de dollars qui rentrent dans le pays chaque année, c'est l'étranger qui nous le donne parce qu'on fait face à des catastrophes, parce qu'on est pauvre, parce qu'on est dans la misère. Donc, sur les 4 milliards de dollars de devises qui rentrent en Haïti chaque année, 3 milliards, c'est un cadeau qu'on nous fait parce qu'on est pauvre. C'est un modèle qui n'est pas soutenable. On a 2 solutions. Soit on organise l'émigration massive vers les États-Unis et le Canada pour garantir que demain, les transferts vont continuer. Soit on décide comme nation qu'il est temps qu'on produise quelque chose. Pas forcément pour l'export d'ailleurs. On peut aussi exporter. Mais aujourd'hui, l'agriculture haïtienne n'exporte que pour 60 millions de dollars. Un petit peu de vétiver, et c'est le vétiver le principal exportation, du cacao, un peu de cuir. Le café d'ailleurs n'arrive quasiment maintenant que très loin. On n'a plus de café. Le café a disparu parce qu'on n'a pas su répondre à la maladie qui affectait les caféiers. On n'a pas su résoudre les problèmes de l'agriculture haïtienne technique. Mais notre agriculture change aussi. Aujourd'hui, notre agriculture, on produit l'essentiel de l'agriculture haïtienne. Comme je vous ai dit, on n'exporte que 60 millions. Donc l'agriculture haïtienne, ce n'est pas les cultures d'export. C'est des céréales, du pitimi, du riz, du maïs. C'est des légumineuses, ce qu'on appelle les pois en Haïti. Pois Congo, pois noirs, et pois souches, et puis de la pistache. Donc, l'agriculture haïtienne, c'est surtout les vivres. Manioc, yam, patates, et bananes. Donc, tout ça, c'est l'agriculture haïtienne. Et tout ça, c'est ce qui font vivre ces familles. Et cette agriculture produit plus en termes de revenus que ce qu'on importe encore. Maintenant, cette agriculture est sur le déclin. Et donc, il faut la renforcer. Si on veut développer de nouveaux marchés pour qu'on puisse rendre notre agriculture plus compétitive, plus productive, il faut que notre agriculture commence à servir le secteur agro-industriel. D'ailleurs, la plupart des pays qui se sont développés ont développé des agro-industries fortes, des secteurs agro-industriels forts. Donc, il faut en gros créer l'accès au marché pour nos agriculteurs. Et l'accès au marché qui va leur permettre de payer pour le gain de productivité et des gens comme moi qui sont spécialistes justement de la production, à ce moment-là, de servir les agriculteurs en leur amenant des meilleures variétés qui peuvent multiplier les rendements par 4. Alors, c'est ça qui est terrible en Haïti, c'est que nos niveaux de productivité sont tellement faibles que de multiplier par 2 la production nationale, voire la multiplier par 3, techniquement, c'est jouette. Alors, professeur Gaël Pression, quels sont les secteurs dans lesquels on pourrait investir aujourd'hui pour garantir justement cette relance, cette agriculture efficiente qui puisse bénéficier au pays? Ça va être une agriculture agro-industrielle. Et il y a déjà des gens qui commencent à travailler là-dessus. Il y a des gens qui travaillent dans l'export. On peut penser à des compagnies comme Selecto qui investissent dans le cacao et tout ça. On peut parler de compagnies comme Étoile du Nord SA qui investit massivement dans la filière pitimi, qui a reçu des coups parce qu'il y avait cette maladie des pichons qui a gravement affecté les pitimis, mais pour lequel on a des solutions techniques. On a développé une variété en Haïti qui résout ce problème. Mais c'est quelqu'un qui est en train d'investir pour être justement le trader de produits haïtiens, de pitimi haïtiens, pour les revendre à des compagnies comme la Brana, comme d'autres compagnies agroalimentaires et tout ça. Et donc, ils créent cette opportunité parce que c'est souvent un des problèmes pour nos compagnies agro-industrielles. C'est tellement facile de prendre son téléphone, d'appeler un trader aux États-Unis et lui dire « tu me vends 2000 tonnes de maïs ou j'ai besoin de 500 tonnes de maïs. » Mais c'est livré dans un mois sur le WAF, maïs de qualité, propre et tout ça. Leur besoin de maïs en Haïti, ça pour faire.
tu vas avoir 200, 300, 1000 Manansara qui viennent chacun te vendre 3 sacs, 4 sacs sur le devant de ton usine. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il faut organiser la filière. Donc, j'ai mentionné Étoile du Nord SA, il y a des compagnies comme Accesso qui le font sur la pistache et aussi sur le pitimi. Donc, il faut moderniser notre agriculture avec des investissements, mais aussi, en gros, mettre un petit peu d'huile. Et pour ce faire, il faut encourager les gens à investir. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est la production nationale, on doit arrêter les slogans. Il faut des mesures. Ça ne sert à rien de dire on entend nos politiques dire je suis pour la production nationale. Oui, on est tous pour la production nationale. Mais ça prend des mesures. Il faut protéger nos agriculteurs. Il faut encourager les investissements. On est un des pays du monde qui a le plus faible niveau de taxation des produits agricoles importés. D'ailleurs, c'est une des raisons qui fait que la CARICOM ne veut pas vraiment de nous. Parce qu'on ne respecte pas les tarifs de la CARICOM pour les produits agricoles importés. Donc, ils ont peur que nous, on serve de cheval de Troie pour l'importation, en veux-tu, en voilà, de produits. Par exemple, la Jamaïque, parce que c'est du dumping, taxe les morceaux poules à 140%. Le niveau de taxation de la CARICOM est plus proche de 40%. Nous, notre moyenne pour les produits agricoles était, il y a peu, en dessous de 8%. C'est-à-dire qu'on ne taxe pas les produits agricoles importés. Au contraire, quand quelqu'un veut qu'on ouvre une usine de cornflakes ou un moulin en Haïti, qu'est-ce qu'on fait à cette industrie? On lui donne une franchise pour importer. C'est-à-dire, on ne lui donne aucun encouragement pour utiliser la production nationale. On ne lui dit pas, OK, je te donne la franchise pour que tu puisses y commencer, mais dans un an, j'aimerais que tu utilises 10% de produits locaux. Sinon, je te retire ta franchise. Dans 2 ans, j'aimerais que ce soit 20%. Sinon, je te retire ta franchise. Donc, nos gouvernements, en fait, n'ont aucune politique agricole. Et moi, parfois, je pense que c'est parce que ça fait longtemps que les cacos et les piquets ne sont pas descendus pour fermer le port de Port-au-Prince, pour dire, tant que vous n'avez pas une politique en notre faveur, eh bien, nous allons fermer l'économie de ce pays, parce que cette économie d'importation et cette économie de pays rentiers, alors qu'on est dans la misère, on est le plus pauvre de tous les pays rentiers, cette économie nulle, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Or, nos gouvernements, les seuls gens dont ils ont peur, c'est les gens de Cité Soleil, de Solino, de Graine-Ravine. Ils n'ont pas peur des gens des Cailles, des gens d'Artibonite, des gens de Saint-Michel, de la Talaye. Ils n'ont pas peur, parce qu'ils ne vont pas jamais descendre sous Port-au-Prince. Donc, de qui on a peur? Des bidonvilles de Port-au-Prince qui demandent « je veux de la nourriture bon marché ». Donc, résultat, on autorise le dumping sur les morceaux de poulet, on ne taxe pas ce dumping, on autorise, au contraire, on baisse les prix sur les taxes sur le riz, pour que le prix de la marmite de riz descende à Port-au-Prince. Il faut bien comprendre que l'intérêt de la personne de Cité Soleil n'est pas celui de l'habitant de l'Artibonite. Lui, il veut des bons prix pour son riz, pour en vivre, et pour en vivre bien. Alors justement, on a une politique pour faire baisser le prix de la marmite de riz, pour faire baisser le prix du gallon d'huile, et on a une politique qui va donc favoriser la misère dans nos campagnes pour qu'on vienne avoir de plus en plus de gens dans les villes. Eh bien, il faudrait peut-être commencer à organiser l'immigration massive vers les États-Unis. C'est notre seule solution. Donc, soit on relance la production nationale, soit on organise l'immigration massive vers les États-Unis et le Canada. Dans ce cas, il faudrait peut-être des ONG qui organisent des séances de formation sur comment franchir la frontière mexicaine avec un GPS pour passer par le désert. Pourquoi pas? Ça pourrait être un plan économique. Moi, je ne suis pas pour. Moi, je préfère que nos députés, nos sénateurs, au lieu de ne pas voter de loi, au lieu de financer seulement les fêtes champêtres, j'aimerais qu'on écrive des lois qui vont permettre de mettre de l'huile dans les rouages pour la relance de la production agricole. Et on sait où il faut, quelles sont les filières sur lesquelles. Par exemple, après, il faut gérer les risques de l'inflation et tout ça. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Mais on peut encourager l'investissement dans le secteur agroalimentaire pour créer de nouveaux débouchés pour nos campagnes. On peut doubler la production nationale. Il y a des pays comme l'Éthiopie ou le Rwanda, par exemple, en l'espace de 15 ans. Ces pays ont doublé leur production nationale agricole. En 15 ans. Donc c'est jouable en Haïti? C'est faisable, c'est jouable. On a même plus de terres par actif agricole qu'au Rwanda. Et ils ont réussi, alors que nous, on stagne. On est un des rares pays dans le monde qui stagne à 1 tonne de production céréalière.
Le Rwanda était, il y a 15 ans, au même niveau que nous. Ils sont aujourd'hui à 2,5 tonnes. L'Éthiopie, même chose. Donc oui, c'est jouable. Mais il faut une vraie politique agricole. Ce n'est pas juste des slogans. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures pour encourager l'investissement, des mesures pour protéger nos agriculteurs et notre marché. C'est-à-dire que si au producteur de snacks en Haïti, on lui dit, écoute, je vais protéger ton marché en augmentant les taxes, en fermant la frontière dominicaine. On le fait déjà. Mais on ne leur demande aucune contrepartie. En contrepartie, je te demande d'utiliser du maïs local, du pitimi local. Je te demande d'utiliser du pois Congo local. Maintenant, certaines de ces cultures, comme le pois Congo, j'en parlais aujourd'hui à quelqu'un, c'est des cultures qu'on pourrait aussi exporter pour les Caribéens et les gens du sud-est, du sud-asiatique qui habitent aux États-Unis, qui aiment consommer ce genre de produits. Eh bien, c'est un des produits qui a la plus forte croissance en Haïti en ce moment, le pois Congo. Alors, est-ce qu'on a la production suffisante justement pour faire ce travail? Parce qu'à chaque fois, les gens disent, écoute, c'est pas ma faute, je dois faire appel à des fournisseurs externes parce qu'en Haïti, il n'y a pas assez de production. Oui, mais il n'existe aussi pas la logistique, c'est-à-dire qu'on doit en même temps, il ne s'agit pas juste de doubler la production, parce que si on, par exemple, c'est ce qu'on fait depuis 30 ans, toutes les politiques agricoles visent à donner aux agriculteurs des intrants, on fait cadeau des intrants, on fait ceci, on leur montre de nouvelles techniques, mais encourager un agriculteur à augmenter sa productivité, sa production, sans lui donner l'accès à un marché, c'est suicidaire pour lui, parce qu'on vient d'augmenter ses coûts de production, sans lui donner de garantie de marché. Donc il faut non seulement travailler sur la production agricole pour qu'il y ait suffisamment de pitimi, de pois Congo, de maïs, et éventuellement même des oléagineux. Moi je travaille sur une oléagineuse locale pour produire de l'huile alimentaire. Mais on doit aussi en même temps favoriser l'accès au marché, c'est-à-dire qu'il nous faut des traders efficaces. Il faut des intermédiaires de chaîne de valeur, des gens qui achètent, qui ont des dépôts dans tous les villages, dans toutes les petites villes, pour acheter aux producteurs et amener de façon efficace. Le problème de la Madame Sarah qui va acheter 3 sacs, qui doit payer un brouettier ou un muletier pour l'amener sur la route, qui doit payer quelqu'un pour le charger dans le camion, qui doit payer non seulement pour le transport des 3 sacs, mais pour son transport à elle aussi, parce qu'elle monte avec ses 3 sacs. Et ainsi de suite, elle va le revendre à une autre Madame Sarah. Quand ça arrive à Port-au-Prince, 1, la qualité n'est pas bonne. 2, les volumes sont petits. Et c'est très bien pour approvisionner les marchés. Ça marche pour approvisionner les petits marchés. Mais ça ne marche pas pour alimenter une usine comme Moulin d'Haïti. Ça ne marche pas pour alimenter une usine comme les usines d'Arlequin. Ça ne marche pas pour alimenter l'usine de Cornflakes. Pour ça, il faut des gens dont c'est la spécialité de travailler sur les chaînes de valeur. Donc il faut favoriser l'investissement à travers le crédit sur ces intermédiaires de chaînes de valeur. Mais en même temps, ces intermédiaires de chaînes de valeur ne vont pas investir si on ne leur garantit pas le marché. Or, au début, on ne va pas être plus compétitif que le maïs importé. Parce que c'est beaucoup plus facile d'appeler le trader américain qui déjà peut faire des gros volumes. Donc il faut favoriser le marché local. C'est-à-dire que, par exemple, ce n'est pas normal en Haïti qu'on importe des pois. Les pois haïtiens, les pois locaux, satisfont 80% de la demande de consommation de pois. Pourquoi on importe des pois? On devrait interdire l'importation de pois. Les haricots, on n'a pas le droit d'importer ça. La pistache, l'arachide, l'autre jour, USAID, tu voulais faire nos cadeaux pistaches. Non, il faut interdire les importations de pistaches. Parce que ça, c'est des filières sur lesquelles le producteur haïtien peut satisfaire 100% de la demande. Donc, il faut mettre des barrières, 40% de taxes à l'importation des pois. Il ne faut pas de franchise. Sur l'arachide, même bagaille. Sur le pois Congo, même bagaille. Sur les viandes, même bagaille. Les viandes, notamment, bon, sauf le poulet dans un premier temps, mais les viandes devraient être surtaxées parce que la production de bœuf local, de cochon et de cabri local satisfont le besoin, peuvent satisfaire le besoin de viande locale. Donc, ce n'est pas la peine d'importer. Or, en ce moment, on a une politique pour favoriser les importations sur ces produits. Le riz, il faut faire attention parce que si tu augmentes les taxes trop vite sur le riz, si tes soleils va aller en moins, il ne va pas le prendre la riz, le président tombé. Donc, tu ne peux pas augmenter les taxes sur le riz trop vite. Mais il faut envoyer des signaux pour dire aux gens, attention, petit à petit, on va commencer à augmenter les taxes, même sur le riz. Donc il est temps pour vous d'investir dans la production
nationale. Il est temps pour des entreprises comme ce qu'a fait CHPA avec Caribex, etc., d'investir dans des moulins du riz dans l'Artibonite, des moulins modernes. Il est temps. Mais il y a des filières sur lesquelles on peut aller plus vite. Les snacks, qui représentent, on importe des dizaines de millions de dollars de snacks de République dominicaine. Mais arrêtons, produisons les snacks seulement avec des produits locaux. Créons une agro-industrie. Les petites et moyennes entreprises, c'est ce qui font vivre tous les pays du monde. Aujourd'hui en Haïti, on peut créer un secteur agro-industriel qui pourrait peser $1 milliard. Alors, on parle de la question du crédit, la question de l'assurance, etc. Comment résoudre ces problèmes justement? Et vous dites que c'est important, il faut l'industrie locale, il faut un secteur agroalimentaire très fort. Il faut un secteur agroalimentaire fort, il faut investir dans ce secteur. Donc moi, je pense que par exemple, c'est le rôle aussi de l'État. Il a des mécanismes comme le Fonds de développement industriel. Les fonds de l'État devrait devenir un investisseur dans le secteur agricole haïtien. Pas seulement un prêteur, un investisseur. Il faut aussi que l'État crée les incentives. Les incentives, ce n'est pas forcément les taxes. J'ai mentionné les taxes. Les taxes en font partie. Ils font partie des choses qu'il faut augmenter les taxes sur certains produits pour favoriser la production nationale. Mais en dehors des taxes, on peut faire ce qu'on a fait sur les œufs récemment. C'est-à-dire, on dit que les œufs de chez le voisin ne respectent pas forcément le cahier des charges et que le voisin, s'il veut exporter des œufs, doit payer pour qu'un inspecteur aille vérifier la bonne qualité des œufs. Ça augmente leur coût, ça va réduire les importations. Et bon, on peut le faire sur plein d'autres filières. D'ailleurs, il y a plein de filières qu'on devrait protéger. Franchement, nos pois à nous, on devrait les protéger parce qu'il y a des maladies qui pourraient venir dans notre pays. Regardez sur le pitimi. Je travaille sur le pitimi. J'ai développé une variété qui est résistante au pichon. Mais le pichon, il est bienvenu d'ailleurs. Donc quelqu'un a amené des semences ou des petites bêtes, des petites mouches, le pichon d'ailleurs qui est venu affecter notre pitimi. Donc, on a toutes les excuses du monde pour dire « je ne veux pas du pitimi d'ailleurs ». On a toutes les excuses du monde pour dire, parce qu'on a assez de production de maïs, qu'on ne veut pas du maïs d'ailleurs. Parce que c'est une production nationale qu'il faut protéger sur le plan sanitaire. On a toutes les excuses du monde pour faire ça sur le pois et le pois Congo. On a toutes les excuses du monde pour faire ça sur banane, manioc, yam. Et aussi certains produits dérivés. Et à ce moment-là, pour les snacks, on a aussi plein de raisons pour la santé nutritionnelle des Haïtiens. On ne veut pas des snacks qui ne sont pas bons pour la santé venus d'ailleurs. Donc on peut utiliser les produits locaux justement pour aider à... L'objectif, c'est de favoriser l'investissement dans l'industrie locale. C'est-à-dire qu'il faut rendre cette industrie compétitive. En ce moment, notre agriculture n'est pas compétitive. Donc en fait, nos parlementaires, par une action et des lois écrites intelligemment, peuvent favoriser relativement simplement la compétitivité de nos entreprises en les protégeant et en donnant des incentives à travers un fonds de développement industriel, à travers, mais voilà, je vous protège, je protège votre marché un petit peu et tout ça. On peut favoriser notre production nationale et on peut donner confiance aux investisseurs pour investir localement. Pour qu'un investisseur, au lieu de dire quand il a envie de créer une nouvelle marque de rhum, je vais aller voir chez le voisin pour voir qui pourrait me vendre du rhum bon marché pour que je le revende à gogo en Haïti, ils se disent mais comment je peux faire pour le produire localement? Par exemple, je viens de parler du rhum, mais quel est le pays du monde qui ne protège pas son secteur des vins, bières et spiritueux? Par exemple, le Nigeria. Tu sais ce qu'ils ont fait? Le Nigeria, il y a quelques années, ils ont fait comme les Européens font. Ils ont dit que le malt est le produit exclusif de la germination du pitimi. Aïe, il n'y a pas qu'à importer du malt d'orge d'Europe. Donc, les producteurs locaux ont été obligés d'investir dans des malteries pour faire du malt de pitimi. Et en ce moment, la bière nigérienne est 100% pitimi. Malt pitimi. Il y a comme en Haïti, Brana appartient à Heineken. Au Nigeria, les brasseries appartiennent aussi à Heineken pour certaines. Eh bien, Heineken en Afrique produit de la bière 100% pitimi. Une loi. Maintenant, cette loi n'existe même plus parce que le Nigeria ne voulait pas que les autres pays lèvent leurs barrières douanières. C'est qu'ils ont empêché les importations. Maintenant, ils ont réautorisé les importations pour pouvoir exporter.
Aujourd'hui, le Nigeria exporte son malt de Pitimi dans toute l'Afrique. Donc là, vous parlez qu'on pourrait investir presque $1 milliard dans le secteur agroalimentaire. Est-ce qu'on doit investir $1 milliard d'un seul coup? Pas forcément, mais on doit investir dans le secteur agricole et ce secteur agricole peut doubler sa production avec une politique intelligente, notre secteur agricole, et même sans exporter. Là, on parle sans exportation, oui. Le marché local permet d'absorber au moins 500 millions de hausse de production. On n'exporte que 60 millions. Donc si on double notre production locale, on produit $1 milliard de plus. Si on double nos exportations agricoles, on n'exporte que 60 millions de dollars de plus. Le marché local, qui en ce moment qu'on a laissé aux étrangers, aux importateurs, aux courtiers, ce marché, c'est à nous de le reprendre et d'établir les politiques pour favoriser nos producteurs à nous, pour desservir ce marché. Je veux dire, tant qu'à faire de s'empoisonner avec des cigarettes, autrefois on produisait notre propre tabac. Aujourd'hui, on importe du tabac de Virginie. Même pour produire nos cigarettes à nous. Pour produire notre rhum à nous, on importe du rhum ou de la mélasse de République dominicaine. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Tant qu'à faire de s'empoisonner avec des snacks, des cigarettes et de l'alcool, au moins que ce soit de l'alcool local, que ce soit des poisons locaux. Donc, ça c'est un. Et puis même pour bien se nourrir, on pourrait dire aux gens des snacks d'incorporer un peu de protéines dans leurs snacks, dans leurs bonbons sel et dans leurs chico et tout ça. Dans ce cas, on pourrait mettre du pois Congo dans ces snacks. On aurait des snacks nutritifs parce que de plus en plus, les pères et les mères de famille, quand ils ont que 10 gouttes en pièces, en poche, et ils ne savent pas quoi donner aux enfants, mais ils achètent des bonbons. Donc il faudrait des bonbons plus nutritifs. Et techniquement, c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Là, en ce moment, on a travaillé, notamment, on peut faire des cuissons à sec, par exemple, de pitimi et de pois Congo ensemble dans un extrudeur pour produire des farines pré-cuites, prêtes à l'emploi, pour faire des barres de céréales, pour faire des snacks qui soient riches en protéines. Et puis des protéines locales, pois Congo. Et on ne peut pas même connaître pois Congo à manger, on ne peut pas même connaître pitimi à manger. Donc, c'est aussi le rôle des universités. Moi, ce que j'essaye de faire ici à l'université Quisqueya, c'est de mettre des chercheurs au service des technologies pour le secteur privé. C'est-à-dire, je mets l'université au service du point de vue technologique du secteur privé. C'est-à-dire, notre objectif véritablement, c'est on développe des produits. Par exemple, en ce moment, on a réussi, ça c'est mon travail depuis 8 ans, à remplacer complètement le soja pour l'alimentation des poulets avec du jatropha mangeable. C'est-à-dire du gros médecin mangeable. Attends, moi, je cuite manger la carrière, moi, cuite li avec l'huile médecin. Mais c'est pas n'importe qui médecin, c'est ça, c'est variété. Et petite moins, c'est moi qui fais variété ça. Et c'est une variété médecin mangeable. Et même, me fait l'huile la carrière, au lieu de m'acheter l'huile qui sortit joue en Malaisie, on est le deuxième plus gros importateur d'huile de palme du monde, d'Amérique après les États-Unis. Pas du monde, d'Amérique. Donc, on pourrait produire de l'huile localement. On a la solution technique à Quisqueya, ça fait 8 ans que je la développe. On a des jatropha, des médecins mangeables. Ça veut dire, le grillé grain de médecin, ça, à ton mamba au café avec. D'ailleurs, nous faisons manger mamba médecin. Mais son médecin mangeable, c'est pas les médecins DOA, les médecins pas maintenant. Nous avons pitini jodia qui est résistant aux pichons. Ça, c'est la technologie que j'ai développée pour résoudre le problème qu'en ce moment, la Brana, Étoile du Nord et ça ont sur le terrain. Parce que toute pitimi finale, parce qu'ils ont maladie pichon. Eh bien, on y a cherché comme produit semence pour me bailler tout paysan semence. Mais son technologie que moi développé en Haïti. Nous développer whisky, vodka qui fait avec pitimi. Nous développer manger poule avec manger poisson qui fait avec jatropha mangeable, pitimi et feuilles moringa. Pour nous pas besoin importer ingrédients parce que par exemple, on importe 70 millions de morceaux poules. Mais si on commençait à produire ces poules localement, ce que quelques gens commencent à faire, mais on va remplacer l'importation des morceaux poules par l'importation de soja et de maïs pour nourrir les poules. Moi, je veux qu'on produise les poules ici, qu'on produise les protéines et les grains pour nourrir les poules ici. Donc ça veut dire que c'est 70 millions de dollars qu'on récupère et qui restent qu'à brasser en dedans pays.
produire des protéines pour nos élevages, pour nos cochons, pour nos poules et un jour pour nos tilapias, rien que l'aliment de ces bêtes-là pourrait représenter une filière de plus de 100 millions de dollars. On fait. Mais ça a besoin d'incentifs pour encourager les protéines locales au lieu des protéines importées. Il faut une volonté politique. Il faut plus qu'une volonté politique. Parce qu'il faut se mettre au travail. Il va falloir écrire des lois. Il va falloir se renseigner pour savoir quelles lois. Mesurer les effets positifs de la loi, les effets négatifs. Balancer bien. Limiter l'inflation. Donc parler à la BRH. Revoir les lois pour qu'elles soient bénéfiques au pays. Il va falloir négocier. C'est que le gouvernement doit convoquer les producteurs pour leur dire, écoutez, les règles du jeu changent. On veut produire. Et si vous ne produisez pas, je vais péter fialou. Parce que je ne suis pas dans coutier encore. Maintenant, si vous jouez les règles du jeu avec nous, je vais vous faciliter les choses. C'est de dire aux importateurs, si vous voulez importer, tiens, ça c'est une autre mesure, si vous voulez importer, vous ne pouvez pas être qu'un importateur. C'est-à-dire, je vous retire votre licence d'importation de produits agricoles si vous ne vendez pas au moins la première année 10% de produits locaux. Par exemple, si tous les gros importateurs qui sont en bas de la ville et près du port, tu leur disais qu'il faut qu'ils vendent dans leur vente au moins 10% de produits locaux, c'est-à-dire de produits qui ont été plantés un jour en Haïti, qui ont grandi en Haïti et qui ont été transformés en Haïti, qu'il faut qu'ils vendent au moins 10% de produits locaux pour garder leur licence d'importation. Vous pensez qu'ils n'ont pas investi? Parce qu'ils brassent $1 milliard, ces gens-là, en produits d'importation de produits agricoles. Donc déjà, si tu leur dis, il faut 10% la première année, ou même 5%, tu viens de créer un nouveau marché de 50 à 100 millions de dollars pour les produits locaux. 3 ans après, tu leur dis, il faut être à 20%. Ah, tu viens de créer un marché de 200 millions de dollars supplémentaires pour les produits locaux, en substitution des importations. Donc, tu vas faire de ces gens-là, tu ne vas pas seulement leur tordre le bras, on va leur tordre le bras. Il faut leur tordre le bras, mais il faut le faire gentiment. Parce qu'on va leur faire de l'argent avec nous, en vendant les produits locaux, parce qu'on va les protéger comme ça. Et donc, en fait, il faut le transformer en win-win situation. Mais il faut arrêter de promouvoir les importateurs. Ça suffit. Ça suffit. Sinon, moi, je ne vais pas tête mon lame kako, je vais descendre sous poids, je vais descendre sous wafla, moi-même, avec mon lame paysan, je vais faire mes poids. Non, parce qu'il est temps de réagir. Il est temps que nous, citoyens d'Haïti, nous réagissions. C'est pas normal que tout le monde veuille être des commerçants. C'est pas tout normal qu'on aspire à être seulement des courtiers. Il faut acheter pour l'instant des importations, parce que sinon on va mourir de faim. On ne produit pas assez de riz. Mais en attendant, il faut commencer à préparer la production nationale. Donc l'importateur a une obligation nationale, sociale dans ce pays, c'est d'investir dans la production nationale. Une partie de ses profits, c'est sur le commerce. Mais ça doit être à son avantage. Je veux qu'il fasse de l'argent avec la production nationale, comme il le fait avec les produits importés. Ça va lui demander plus d'efforts. Mais potentiellement, il peut faire plus d'argent parce que s'il investit dans la production, c'est du capital, c'est des richesses qui vont être créées. Et à partir du moment... L'agriculture a ça d'extraordinaire, c'est qu'on transforme le travail des mains en argent. Et donc, quand on crée une filière de 200 millions de dollars dans l'agriculture, c'est 200 millions de dollars qu'a brassé dans le pays. Lorsqu'on fait des industries d'assemblage qui exportent 200 millions, il faut qu'ils importent 150 millions de dollars de matières premières pour exporter les 200 millions. Donc, on ne crée que 50 millions de dollars qu'a brassé dans le pays. L'agriculture a ça de fabuleux que tout l'argent de la filière a brassé dans le pays. C'est de la richesse supplémentaire. Et c'est là où l'agriculture, laisse-moi te dire, la Corée du Sud a commencé à se développer à travers son secteur agricole. Taïwan a commencé à se développer à travers son industrie. C'est l'agriculture qui a créé les capitaux pour l'industrie. Bien sûr que si on investit dans l'agriculture, on espère qu'on ne va pas rester au secteur comme pays agricole, essentiellement agricole. On va se servir de cet argent pour investir dans l'industrie. Et la première industrie dans laquelle on va investir, c'est l'industrie agroalimentaire. Alors, merci beaucoup Gaël Pressoir. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté des sciences de l'agriculture de l'université Quisqueya. On espère que vraiment les décideurs seront à l'écoute et que les décisions seront prises pour renforcer le secteur agricole en Haïti et permettre la création d'emplois et la création de richesses.
Merci Rothschild, et l'Université Quisqueya est au service de tous ces futurs producteurs pour développer les technologies qu'il faut pour développer le secteur agricole et agro-industriel. Merci beaucoup. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci d'avoir suivi. On a eu 2 invités aujourd'hui. Grégory Brandt, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, et Gaël Pressoir, doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture de l'Université Quisqueya. La rediffusion de cette émission est à 5h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite à toutes et à tous joyeux Noël. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.